Donc, d'abord, je suis très honoré d'être ici avec vous tous et vous toutes. Et je remercie beaucoup Thierry et André de m'avoir invité. Alors, j'avais essayé de leur dire que c'était vraiment pas la bonne personne pour faire cet exposé, parce que ça fait un petit moment que je ne suis plus tellement dans les aspects très scientifiques de la domestication. D'accord. Et puis, malgré tout, ils ont fait semblant de ne pas comprendre. Donc, me voilà devant vous. Et donc, en fait, je suis finalement assez content d'avoir fait cet exercice. J'en ai profité pour faire un exercice que je voulais faire depuis longtemps et je vais vous partager avec vous. J'espère que... Alors, je n'ai pas la légitimité d'un historien ou de quelqu'un qui est en sciences de lettres. J'ai malgré tout fait un effort pour essayer de vous faire voyager un petit peu, pour revenir au texte, en fait. Et finalement, quelles sont les questions scientifiques qui ont intéressé nos grands anciens. En fait, vous allez voir que c'est les mêmes que les nôtres. Et donc, bah, écoutez, donc vous n'entendrez pas forcément parler de choses très élaborées en biotechnologie, mais je considère que c'est pas mon rôle. Donc en fait, et peut-être que si grâce à ça, on arrive à avoir une vision un petit peu systémique et puis qu'on pourrait partager, finalement, j'aurais réussi l'exercice que vous m'avez demandé. Donc en fait, la question c'est finalement, on s'intéresse à l'agriculture. Là, vous avez un joli paysage de Beauce. En fait, la question c'est que l'agriculture, elle a été inventée il y a en fait 66 millions d'années. Elle a été inventée non pas par l'homme, mais par les fourmis. Et en fait, elle a été inventée de manière répétée par les fourmis. Et les fourmis ont, enfin, on pourrait étudier les fourmis comme, il y a beaucoup plus d'exemples de domestication chez les fourmis que chez l'homme. En fait, c'est ça qui est intéressant. Il y a un papier assez génial là qui vient de sortir, qui fait de la phylogénie comparée finalement des espèces domestiques des champignons et des espèces de fourmis. Et en fait, bon, on considère qu'il y a donc l'agriculture commence par les fourmis il y a 66 millions d'années. Je ne veux pas ces détails, vous avez déjà tous entendu parler de ça. Par contre, le papier là mentionne que c'est en fait il y a 27 millions d'années où on peut définir effectivement la première notion d'un mutualisme qui devient obligatoire. Et de mon point de vue, c'est ce qu'on pourrait appeler la domestication. Donc en fait, le champignon devient une espèce domestique de la fourmi. Et par analogie, on pourrait probablement s'inspirer de pas mal de choses qu'on pourrait apprendre de ce niveau-là. Donc avant de rentrer dans les détails scientifiques finalement de cette transition entre sauvage et cultivé, peut-être on pourrait se mettre d'accord sur ce que ça veut dire domestique. Parce qu'en fait, c'est une part du vivant qui est intéressée par l'agriculture. Donc en fait, c'est une espèce domestique, ça peut être une animale, végétale ou microbienne, qui est utilisée par l'homme donc pour répondre à ses besoins. Ces besoins sont très, très vastes. Ça peut être l'alimentation, le travail, la compagnie, l'alimentation, le chauffage, l'habitation, etc. Je passe, je n'ai pas mis les détails. Donc en fait, elle correspond finalement à la toute petite part du vivant qu'on identifie et qui est impliquée dans notre activité agricole. Et en fait, la chose importante qu'il faut qu'on considère, c'est que c'est l'agriculteur, donc la fourmi ou l'homme, qui prend en main la reproduction des espèces domestiques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui choisit les reproducteurs. Alors, il peut les choisir au hasard, il peut les choisir de manière délibérée, etc. Mais en gros, c'est un des rôles majeurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à travers cette relation qui se crée, eh bien, en fait, les espèces s'adaptent de plus en plus avec une interaction avec l'homme. D'accord ? Et en général, on verra des exemples de féralité, en général, elles survivent difficilement sans l'aide de l'homme. Mais ça on peut le discuter, de degré de domestication, mais c'est très bien que vous ayez prévu quelque chose là-dessus. Alors évidemment, quand on parle de ça, je vous ai mis un tout petit échantillon de la diversité qui nous intéresse. Donc il y a des animaux, plus ou moins connus depuis longtemps, des plantes qui servent à différents usages, à faire des carbohydrates, des lipides, des fibres, du plaisir. Et puis n'oublions pas aussi que, en fait, nous avons aussi probablement une relation domestique avec des levures, des micro-organismes pour les fromages. Une des premières inventions de l'homme, c'est quand même la bière. Donc en fait, d'ailleurs, les Allemands clament que c'est vraiment l'orge qui a été domestiquée en premier pour faire de la bière. Donc vous voyez, dans les débats dans lesquels culturels on peut se trouver par rapport à ces choses-là. Nous, on pourrait revendiquer des choses autour du vin. Donc en fait, vous voyez qu'il faut aussi qu'on ait une vision un peu systémique, un peu de tout ça. Finalement, cette part de la diversité qu'on utilise, elle est très large, alors que souvent, nous, on va focaliser par goût ou sur une seulement des espèces. En fait, donc la question que je me suis posée pour essayer d'alimenter l'histoire de la domestication, André, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de traces historiques de la domestication. Les seules traces qu'on a sont des traces préhistoriques. Et donc finalement, quand l'homme parle d'espèces domestiques, ou même qu'il se rend compte qu'il a de la domesticité avec lui, finalement, comment il explique l'apparition de l'agriculture et l'apparition de ces espèces domestiques. Alors, du coup, comme on est ici dans une enceinte plutôt, je dirais, européenne, la religion qui nous propose une explication, c'est celle de la Bible. Et donc, il y a... alors, est-ce qu'on doit voir, comme certains le disent, dans la Bible, donc la vie du chasseur-cueilleur dans le jardin d'Éden. Donc en fait, tout est à disposition. Dieu a créé toutes les espèces. Elles sont bonnes à manger, elles sont agréables à voir. Et puis, patatras,
on consomme, on accède à la connaissance, on devient l'égal de Dieu, et là, Dieu se fâche. Et donc, il nous dit, bien écoute, tu vas devoir maintenant devenir agriculteur. Et en fait, cette vision-là, dans la Genèse, elle n'est pas très sympathique. Hein. En fait, c'est une vision dans laquelle il va falloir travailler, suer, s'endormir, etc. Et donc, je me suis posé la question de savoir si, au-delà de cette représentation, finalement, donc une transition brutale, on est chassé du jardin d'Éden et on devient agriculteur. Finalement, qu'est-ce que disent les autres cultures ? Alors bon, alors là, c'est sous toute. J'espère qu'il n'y a pas de spécialistes des cultures mésoaméricaines trop pointus ici. J'espère ne pas dire de bêtises. J'ai essayé de me renseigner. Donc en fait, les Mayas, c'est intéressant. Enfin, les cultures mésoaméricaines, eux, envisagent effectivement qu'il y a eu des cycles avant le cycle agricole. Alors là, vous avez une représentation de ces fameux cycles sur la pierre du soleil, donc qui est au musée d'anthropologie de Mexico, et vous avez 4 cycles qui se sont succédés, dont on ne connaît pas forcément la durée, mais en fait, où ici, alors l'homme ici était fait debout, il était faible, il a été donc mangé par les jaguars. Là, il était fait de vent, mais c'était un être sans foi, et en fait, il a été éliminé par le vent, et les quelques survivants sont transformés en singes. La troisième fois, il a été recréé, alors on ne sait pas trop, là, j'ai pas pu fouiller, mais en fait, il a été éliminé par le feu, et les quelques survivants se sont devenus des oiseaux. Et la dernière élimination de l'humanité, ça a été par les inondations. Donc en fait, ça c'était. Et donc pour les Mayas, les Aztèques, nous sommes dans le 5e cycle. Et alors ce 5e cycle, il est très intéressant parce que d'abord, il y a la montagne sacrée qui s'ouvre, et là vous avez des dieux qui s'appellent les Tlaloques, qui viennent s'emparer de dons divins, qui sont le maïs, le haricot, le kia, en fait. Et vous voyez déjà là, il y a la notion de système. Donc en fait, on est dans un système qui fonctionne dans un ensemble. Et alors en fait, bon là, il mentionne des trucs assez sympas, alors je ne sais pas si Maud en reparlera, sur le fait de la diversité des couleurs du maïs. En fait, ces petits dieux, là j'ai du mal à les prononcer, puis je les prononcerai peut-être mal. Et donc en fait, il y a déjà la diversité génétique qui est mentionnée dans les textes des Mésoaméricains. Alors ce qui est fabuleux, c'est qu'en fait, c'est Dieu crée l'homme à partir d'une pâte de maïs. Et donc du coup, l'agriculture, elle est considérée comme une transition, et c'est un don sacré que donnent les divinités à une humanité qui auparavant était... Alors en fait, c'est intéressant parce que ce récit-là, il est assez commun. On va le retrouver dans différentes civilisations. Donc en fait, chez les Nomos, chez les Dogons, pardon, qui sont un peuple au Mali, donc qui probablement a des ancêtres très très impliqués dans la domestication d'espèces importantes en Afrique, notamment au Vigna. En fait, c'est pareil, c'est cette divinité qui a donné les dieux. Là, c'est pareil chez les Mésopotamiens. Alors chez les Chinois, c'est intéressant parce que là, il y a une mention du fait qu'il y avait un État avant l'agriculture. Et en fait, on considère que les gens, ils vivaient de ce qu'ils pouvaient trouver, à la recherche de nourriture sauvage. Ils ignoraient, en fait, vous voyez, une vision assez misérabiliste, finalement, de l'état de chasseur-cueilleur, qui ne correspond pas du tout à ce qu'on peut aujourd'hui en dire sur ces... Et là, c'est en fait, alors là, c'est un espèce, ça c'est plus tout à fait un dieu extérieur, c'est un mi-dieu, c'est un homme, un humain, qui est le sage roi, et qui là, encore une fois, va enseigner les manières de pratiquer, et va donner des semences, du blé, du millet, de l'orge et d'autres espèces. Alors, c'est intéressant parce que du coup, ça nous donne une vision assez fixiste, hein, finalement, de la domestication et de l'agriculture. Donc, en gros, il y a un état sauvage et un état domestique, mais ça ne pose pas la question, finalement, de la transition entre les deux. Alors, j'ai trouvé une trace, quand même. Alors, ça, c'est le texte en latin de Théophraste que j'ai fait traduire à ChatGPT. Donc, vous excusez si ce n'est pas complètement parfait. Mais j'y ai trouvé à peu près... Alors, j'avais fait un peu de latin quand j'étais jeune, donc j'ai cru voir que c'était à peu près correct, mais je ne garantis pas non plus. Hein. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que Théophraste, quand même, donc, qui est un auteur grec, en fait, montre qu'effectivement, c'est le premier, que j'ai vu, qui montre qu'effectivement, il peut y avoir des transformations. Alors là, c'est un peu grossier parce que c'est d'une espèce en une autre, et qu'en fait, cette transformation, en fait, il faut faire attention à ce qu'elle n'ait pas lieu. Et ça se passe par des pratiques de choix de semences, de pratiques agricoles. Donc en fait, ça c'est intéressant parce que c'est finalement une vision qui est un petit peu moins fixiste que celle des autres. Et donc, qui participent à la pensée. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette situation va perdurer à peu près jusqu'aux Lumières. Et en fait, j'en ai cité 2, là, il y en a d'autres. Alors là, il y a un petit clin d'œil. Je ne sais pas si vous avez, pour ceux d'entre vous qui étaient là avant l'euro, est-ce que vous reconnaissez l'illustration du Voltaire? On en parlera après à la pause, si vous voulez. Donc, il y a 2 penseurs, il n'y en a pas que 2, il y en a d'autres, mais il y a ces 2-là qui sont intéressants. Donc, Voltaire, là, qui va faire une critique très très violente de la religion en disant c'est pas possible, l'agriculture n'a pas été faite par un don divin, c'est quelque chose qui
il y a eu une humanité avant l'agriculture, et c'est une vision progressive. Alors, il n'était pas capable d'en donner les bases biologiques, comme va le faire plus tard les scientifiques qui viendront après lui, mais il considère qu'il y a eu un process de série, d'essais, d'erreurs réalisés par les premiers. Donc, on voit déjà cette transition, cette idée-là. Et puis, en fait, on a deux visions opposées qui se représentent. Donc, Voltaire, lui, considère que l'agriculture, l'origine des civilisations, c'est quelque chose, c'est un bénéfice pour l'humanité. Alors que Jean-Jacques Rousseau, qui lui va avoir une vision un peu plus bienveillante et va considérer que l'origine des inégalités chez l'homme, en fait, c'est de la propriété, des structures. C'est plutôt l'origine de l'agriculture qui fait ça. Donc en fait, une fois avoir passé sur ces mythes, un peu sur ces philosophies, on peut passer finalement aux penseurs plus modernes. Et donc en fait, pour moi, il y a deux penseurs importants de cette époque-là. Il y a De Candolle, dont je vais vous parler plus tard, et Darwin. Donc Darwin, évidemment, a déjà publié sa théorie sur la sélection naturelle, et en fait va écrire un second bouquin qui s'appelle Variation in Animal and Plants Under Domestication. Et là, enfin, je vous cite son texte. Donc il a bien identifié qu'effectivement, il y a des manips de Louis de Villemorin à l'époque qui faisaient des manips, il y avait de Couter aussi qui faisaient ça. Donc en fait, les gens savaient qu'en faisant de la pression, en sélectionnant des plantes, on arrivait à les modifier, ou des animaux encore pas. Et donc en fait, ce qui est intéressant, il comprend bien qu'il y a de la variation dans les espèces cultivées, que cette variation peut être sélectionnée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que regardez la dernière phrase, ça peut être sélectionné de manière méthodique, intentionnelle ou inconsciente. Alors ça, c'est intéressant parce que cette vision qu'a Darwin à ce moment-là, on va la retrouver finalement dans les résultats de nos recherches. Alors, un deuxième grand bonhomme que j'aimerais vous citer, alors j'ai eu la curiosité, enfin, lors de ma formation, donc moi j'ai eu André Gallet comme prof, j'avais aussi d'autres collègues à l'époque, et en fait, il y avait André Charrier aussi qui nous parlait d'Alphonse de Candolle, et donc on nous citait, voilà, Alphonse de Candolle, très grand botaniste suisse, très impliqué dans la réflexion sur finalement la domestication. Et en fait, De Candolle avait une obsession, c'est trouver l'ancêtre sauvage. Quel est le point de départ, finalement, de la domestication. Et en fait, si vous lisez Darwin, en fait, Darwin n'arrête pas de faire des références à De Candolle. Je ne sais pas s'il faut que je m'éloigne. Ah, c'est les travaux. Ah, c'est les travaux, je crois que c'est moi qui faisais du Larsen. Alors évidemment, comme à l'époque, les biotechnologies sont dans les limbes, hein, donc en gros, on n'a pas accès aux marqueurs. Et donc en fait, à l'époque, pour trouver les ancêtres sauvages, on faisait appel à la botanique, évidemment, la ressemblance, et l'archéologie, la paléontologie, l'histoire de la linguistique. Alors juste pour vous illustrer, alors je vous encourage, moi je l'ai fait pour cet exposé, j'ai relu quelques chapitres de Candolle et franchement c'est passionnant, quoi. En fait, les connaissances qu'il pouvait avoir sur déjà... la biologie, les origines, l'archéologie, enfin, c'est vraiment intéressant. Alors, j'ai pris le cas du haricot parce que je l'ai trouvé assez symptomatique. En fait, la linguistique est d'une aide très très faible pour résoudre le problème des haricots, puisqu'en fait, les peuples latins, français, etc., vont utiliser... Ah, parce qu'en fait, d'accord, oui, c'est mieux. Donc il y a une confusion entre les vocabulaires en fait, et il y a eu à partir du moment où le haricot a été ramené d'Amérique du Sud, hein, parce que ça je vous le rappelle, en fait il y a eu un remplacement des espèces qui étaient utilisées à l'époque, et vous voyez qu'il y a une confusion assez facile pour les formes. Le Vigna inguiculata, là, en fait, regardez, il ressemble vraiment à un haricot. Et en fait, le remplacement de cette espèce-là en Europe par le haricot qui naît du Nouveau Monde, en fait, a brouillé complètement les cartes et en fait rendait très très difficile les recherches sur le haricot. Et donc voilà ce que De Candolle nous disait à l'époque. Donc en fait, il n'avait pas trouvé de mot sanskrit ou chinois pour le Phaseolus vulgaris. Il n'y avait pas de traces du Phaseolus. Alors Linné avait bien identifié lui les deux espèces, il n'y avait pas d'ambiguïté sur le statut taxonomique des deux espèces. Mais en fait, De Candolle pense qu'effectivement le haricot Phaseolus vulgaris tel qu'il est utilisé en Europe à ce moment où il le regarde venait probablement d'Amérique centrale. Alors en fait, donc la solution elle a été trouvée au XXe siècle grâce aux marqueurs, et de fait, en Europe, on avait utilisé, avant l'arrivée des haricots du Nouveau Monde, une espèce, Vigna inguiculata, qui avait été domestiquée ici, en Afrique, et qui avait donc colonisé tout le bassin méditerranéen, qui avait été arrivé en Asie, etc. Et donc en fait, c'est cette espèce-là qui a été cultivée par les agriculteurs, et puis remplacée après par l'origine mésoaméricaine. Donc là, je vous renvoie sur les travaux fabuleux de Paul Gepps,
qui a bien décomposé la double domestication qui a eu lieu à la fois de la partie andine et de la partie mésoaméricaine du haricot. Et donc ça, c'est des choses qu'on a pu arriver à connaître grâce au développement des marqueurs moléculaires. Donc évidemment, il y a des choses qui ont évolué. Alors, le paradoxe de ça, c'est que De Candolle, comme Darwin, se situe dans une zone européenne dans laquelle il n'y a pas beaucoup d'ancêtres cultivés des plantes. Donc en fait, ce n'est pas facile pour eux d'imaginer où il faut aller chercher les ancêtres cultivés. Il fait quand même une proposition qui est partagée avec pas mal d'auteurs allemands. Et en fait, il dit qu'il faut aller chercher pour le blé, il faut aller chercher dans cette zone-là autour de l'Euphrate. Et il propose ça en 1883. Donc en fait, là, vous avez cette fameuse zone, donc le croissant fertile, la zone verte ici, vallée du Jourdain, Euphrate et Tigre. Vous voyez ici qui se passe. En fait, c'est dans cette zone-là que commençaient à s'accumuler aussi les données archéologiques qui nous permettent de comprendre un petit peu où ça s'est passé. Oups, voilà. Donc avec les archéologues qui fouillent. Et en fait c'est Aaron Aronson. Alors c'est un agro de Grignon. Donc il a fait Grignon. J'ai découvert ça dans sa généalogie, et donc qui en fait part en Palestine à l'époque et va prospecter et se désespère de trouver l'ancêtre du blé. Et en fait, il raconte ça alors là, il y a 3 petits articles qui sont passionnants à lire. Donc, il va faire une compte-rendu à l'Académie d'agriculture, oui, c'est ça, ou des sciences, je ne sais plus très bien. Et en fait, donc, il va s'intéresser à la zone proposée par De Candolle et va chercher et va finir par trouver dans ce genre de prairie, vous voyez, là, j'insiste aussi sur la communauté que vous pouvez imaginer là, et bien finalement, quelque chose qui est franchement pas très différent du blé. Ça ressemble vraiment au blé. Et en fait, c'est la découverte de Triticum dicocoides. Donc, c'est juste pour vous rendre compte que pour la domestication même d'espèces aussi importantes que le blé, dont les gens savaient que c'était une espèce ancienne cultivée de partout, en fait, vous voyez que la connaissance de Triticum dicocoides, elle est relativement récente. Alors, c'est passionnant, parce qu'en fait, il mentionne que cette espèce, finalement, on ne la trouve pas en bordure des champs, elle n'aime pas la compétition. Elle n'aime pas les zones fertiles. On va la trouver dans des zones de craques rocheuses, dans des endroits où il fait sec, où il fait chaud, etc. Et alors, dans la dernière partie du papier du bas, en fait, il mentionne finalement que ça serait une ressource vraiment importante pour la culture du blé, qu'on probablement y trouvera des aptitudes. Alors là, on est en 1909, la définition du mot gène vient d'avoir lieu en 1904, mais enfin, vous voyez qu'on est au tournant et les gens s'intéressent à ça. Alors, je vais faire très vite pour quelque chose qui nous intéresse aussi. En fait, vous voyez que ce qui est important, finalement, c'est de découvrir la diversité qui existe dans le monde. Et vous avez le grand bonhomme là, qui est à gauche, qui s'appelle Vavilov, qui lui va faire des expéditions très très importantes partout dans le monde. Il va venir en France, il va aller en Amérique, il va aller en Asie. Il va constituer des collections assez incroyables qu'il va remettre à Saint-Pétersbourg et qui va étudier. Et en fait, de là, alors je passe, il y a différentes méthodes pour définir les centres de domestication, mais il va dire un des arguments massus, il va dire l'endroit où dans le monde je trouve le plus de diversité cultivée d'une espèce, c'est probablement, comme il l'appelle, can usually also be considered as a center type formation. En fait, ça veut dire l'endroit où on domestique. Alors, cette théorie va s'avérer relativement robuste, mais évidemment, elle a des exceptions, et Jack Harlan viendra modifier ça en disant il y a des endroits dans le monde où il y a beaucoup de diversité cultivée, sans qu'on y trouve l'ancêtre sauvage. Et ça ne sont pas les centres de domestication. Donc en gros, là, très rapidement, ça c'est donc en gros, pour dire, voilà, en gros, qu'est-ce qu'on peut apprendre donc, dans les zones. Donc en fait, il y a certaines zones sur le globe qui sont privilégiées pour avoir cette relation entre le sauvage et le cultivé, pour faire apparaître un certain nombre d'espèces nouvelles, qu'elles soient animales, qu'elles soient végétales. Et bon, je passe, tout ça, c'est dans les bouquins, et il y en a beaucoup. Alors, en fait, là, un petit clin d'œil. En fait, à partir du moment où on avait ces prospections, toute cette diversité disponible dans les collections de ressources génétiques, elles sont centrales pour faire ces manips-là. Eh bien, en fait, avec le développement des marqueurs, on commence à s'interroger finalement, qu'est-ce qui s'est passé, quel groupe est différent d'un autre groupe. Alors, il y a énormément de travaux sur toutes les espèces domestiques. Juste un petit clin d'œil, parce que là, on est avec vous, et puis André n'est pas là, et je sais qu'il fait partie de vos membres. Donc, André a participé aussi à cette épopée. Et donc là, vous avez des travaux qu'il a menés sur la diversité génétique du caféier canéphorin en Afrique. Enfin, je ne sais pas ces détails, mais enfin voilà. Donc en fait, beaucoup de groupes, toutes les espèces se sont mises à rechercher leur ancêtre sauvage, la structuration, etc. Alors, je vois que je ne vais pas assez vite, mais je vais quand même... 10 minutes. Oui, 10 minutes. Donc en fait, maintenant peut-être à des choses qui vont peut-être nous intéresser plus dans la journée. Finalement, à partir de ce matériau, comment on peut passer d'une espèce domestique à une espèce sauvage avec les archétypes de l'espèce sauvage de tomate à la grosse tomate, ou
du coton sauvage avec le coton moderne avec sa longue fibre. Alors en fait, les premiers travaux ont bénéficié de la connaissance des espèces sauvages. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez l'espèce sauvage, vous pouvez faire des croisements, un sauvage cultivé. Et ce croisement, vous pouvez le faire ségrégé, et puis vous pouvez faire des hypothèses sur le nombre de gènes qui sont responsables du passage à l'autre. Donc il y a des travaux de Ladzinski en 85 qui résument ça. Et en fait, en général, sans marqueur moléculaire, on arrive à trouver finalement que le nombre de locus qui sont impliqués dans des mécanismes de dispersion, finalement, ne sont pas très élevés, ou des mécanismes de dormance de la graine, qui sont aussi des critères qui sont présents chez le sauvage et peu présents chez le domestique. Et donc, en fait, avec ces méthodes-là, on va s'apercevoir qu'il y a effectivement des gènes à très gros effets qui vont modifier beaucoup le comportement des plantes. Et en fait, du coup, ça va biaiser un peu le raisonnement des gens. Parce qu'en fait, ils vont dire, c'est ces traits-là qui sont les traits de domestication principaux. Et donc, on va faire beaucoup d'efforts pour essayer de trouver la base génétique de ces gènes. Alors, on va grâce au QTL, au développement des marqueurs. Donc là, vous avez l'exemple de la dispersion, donc de la présence du non-fonctionnement du méristème d'abscission, chez le riz. On va trouver les QTL d'abord, puis on va cloner les gènes. Et donc, ça va permettre de mieux comprendre comment se sont passées les choses. Et alors, du coup, là, il va y avoir un premier hiatus entre ce que les généticiens pensent et ce que les archéologues disent. Les archéologues nous disent, en fait, pour passer de la forme sauvage à la forme domestique, ce n'est pas instantané. Même si c'est un gros gène et si c'était facilement domesticable, en fait, il faut plus de 10 à 15 siècles pour arriver, dans les comptages de restes, à passer à la forme domestique. Alors du coup, si on s'amuse à le mettre dans un petit modèle d'évolution, on s'aperçoit que pour faire passer de 0 à 100% la forme de l'allèle domestique avec un tout petit modèle comme ça, où on met un effet sélectif avantageux, on s'aperçoit que pour correspondre aux données archéologiques, le coefficient de sélection, il ne peut pas être plus grand que 1%. Souvenez-vous de ce qu'a dit Darwin. Darwin nous a dit qu'il est possible que les sélections aient été inconscientes. Et donc, en fait, sur le trait principal que les gens avaient identifié à l'époque comme un trait de domestication et de transition, finalement, probablement au départ au moins, la sélection n'était pas consciente. Alors ça, on peut remettre ça ici. Vous avez des femmes qui ramassent du riz sauvage, qui dispersent avec des paniers, et ça ne leur pose pas de problème, la dispersion. En fait, leur technique de récolte, leur machinisme agricole, est adapté à la biologie de l'espèce. Et alors ça, c'est à mettre en comparaison avec ce qui se passe sur les caractères plus quantitatifs. La variation de la taille du grain, que ce soit dans sa largeur ou son épaisseur, en fait, a été bien plus rapide que l'acquisition du rachis cassant. Donc en fait, vous voyez que suivant les traits, donc là vous avez des données archéologiques en blanc, vous avez les données précoces et après. Donc là, on est vraiment au début de la transition, donc on est bien avant la fixation du rachis cassant. Et donc en fait, est-ce que ça veut dire que les caractères qui sont polygéniques, ils sont plus équilibrés, ils sont plus réactifs? Moi, je pense que oui. Est-ce que aussi ils sont plus facilement accessibles à la sélection? C'est plus facile de trier des grosses graines et des petites graines, il y a de la variation chez les sauvages, plutôt que d'identifier un mutant nouveau et caractère nouveau qui n'est pas favorable dans le sauvage. Est-ce que, alors évidemment, là, il n'y a pas que de la génétique, il y a aussi de l'agronomie, il y a l'augmentation de la fertilité des sols, etc. Du coup, vous voyez que, en fait, suivant, tous les gens ont commencé à travailler sur ce qu'on appelle tous les caractères qui font passer d'un état sauvage à un état domestique, ça s'appelle le syndrome de domestication. Je vois que je n'ai pas le temps de vous en parler parce que j'aimerais vous parler d'autres choses. Et donc, voilà, donc il y a tout un corpus maintenant où on identifie de plus en plus facilement les gènes, au moins ceux à gros effets. Donc on connaît leur séquence, on connaît leur variabilité italique, on peut faire des séries, on peut comprendre leur fonctionnement. Alors, il y a une autre chose qui est super important, notamment dans le domaine des ressources génétiques, c'est finalement, est-ce que les espèces sauvages représentent un réservoir de diversité très important pour l'espèce cultivée? Et donc ça, c'est fondé par ce petit graphe-là, qui dit en fait, ça c'est le sauvage ancestral, ça c'est leur diversité qui est liée essentiellement à leur démographie. Et puis la domestication, c'est ces étapes de sélection là, et de dérive. Et en fait, on s'attend à ce que la diversité du cultivé soit plus petite que celle du sauvage. Alors là, je vous montre des résultats que je trouve relativement importants. Donc ça, c'est ici, vous avez en 1, c'est la valeur de 1, c'est si jamais la diversité du cultivé est égale à celle du sauvage, vous êtes à 1. Donc les espèces qui sont ici sont celles qui ont perdu beaucoup de diversité au niveau de leur génome par rapport à l'ancêtre sauvage. Et puis ici, vous avez des espèces qui sont... Alors pour la vigne, il y a un souci, je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez que la perte, elle est beaucoup moindre. Donc en fait, ici, en général, vous avez les pérennes allogames, ici, vous avez les annuels autogames, et puis après, il y a des formes de transition avec les annuels allogames. Donc en fait, ça veut dire que toutes les plantes, il faut faire attention à leur histoire évolutive, elles ont des destins qui ne sont pas les mêmes. Et il y a de la biologie à prendre en compte sur les pertes de diversité. Alors évidemment, l'espèce sauvage pour le riz asiatique, il est très important parce qu'en fait, la diversité qu'on peut trouver dans le sauvage, elle vient beaucoup compléter celle qui a été perdue. Par contre, pour d'autres espèces, comme le cacaoyer, ce n'est pas forcément le cas.
Alors, il y a eu une approche révolutionnaire qui a été proposée donc, par les généticiens des populations avec un article fondateur. Alors, il y en a eu un peu d'autres, mais celui-là, je l'aime bien. Wright 2005. En fait, là, on prenait, donc c'était le début du séquençage, et on pouvait commencer à comparer les niveaux de diversité moléculaire sur des séquences de gènes, sur beaucoup de gènes. Et on peut tracer ce genre de graphe. Donc, on a un graphe où on regarde la diversité chez la théocinthe, qui est l'ancêtre du sauvage, et la diversité chez le maïs. Donc, s'il n'y avait pas eu de domestication du tout, ben, on serait sur cette bissectrice à 1. En moyenne, on a une pente de 0,57, donc donc il manque un peu de diversité. Et surtout, regardez, il y a les allèles en rouge là, les locus en rouge, et ces locus-là, ils sortent significativement de cette tendance-là. Ça veut dire qu'il n'y a plus de diversité du tout chez le maïs, alors qu'il y en avait au départ chez la théocinthe. Donc là, normalement, j'accompagne ce tableau-là avec un autre tableau, parce qu'en fait, ces gènes-là, on les connaît, ils sont annotés, on peut donner leurs fonctions, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de fonctions qu'on n'avait pas soupçonnées dans le fonctionnement du maïs. Donc en fait, pour faire court, donc vous voyez qu'il y a 2 à 4% des gènes qui sont touchés, et puis ça permet d'avoir des pistes fonctionnelles. Donc je vais passer celle-ci. Dans le temps qui me reste, je voudrais vous parler de ça. Donc en fait, ce qu'on voit apparaître maintenant, c'est que vous voyez que dans l'histoire des idées, on a beaucoup progressé, puisqu'on a d'abord accepté que c'était plus fixiste, c'était un processus évolutif. On a trouvé les zones d'origine, on a commencé à regarder ce qui se passait. Et maintenant, les tendances nouvelles, c'est de se dire, mais attendez, les plantes, elles sont dans un système beaucoup plus complexe que juste pour elles-mêmes. Donc en fait, il y a des interactions avec d'autres organismes vivants. Il y a des interactions avec des microbiotes, des disperseurs, des fourmis, des insectes, des pathogènes, et même des plantes voisines. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le phénotype étendu. Donc il commence à être regardé d'un point de vue de transect. Et là, je vous ai mis un exemple de travaux qui ont été faits au labo. Vous voyez que chez Dicocoides, eh bien, en fait, il y a beaucoup plus dans la rhizosphère d'ascomycètes que pour les blés cultivés ou les blés anciens. Donc on pourra en discuter. Alors, et ça, je voudrais le mettre en regard avec un papier là qui est extraordinaire, qui vient de sortir là ces temps-ci, qui est basé sur de l'ADN ancien, cette fois-ci chez l'homme. Et vous avez ici, donc c'est le locus d'alpha-amylase, et on a pu regarder la structure de locus alpha-amylase avec les nouvelles technologies de séquençage de fragments longs. Ici, vous avez 533 génomes anciens, d'accord, et qui vont être séquencés pour le locus qui contient l'alpha-amylase. Cet haplotype-là, qui contient une seule copie du gène, il y a 12 000 ans, c'était l'haplotype majoritaire. Il y a de la variation qui est apparue au cours, chez l'homme, des âges. Et vous voyez qu'on arrive maintenant à des haplotypes qui ont un grand nombre de multiplications du locus. Et notamment, alors il y a celui-ci là qui est le 3 qu'on va regarder. Et regardez l'évolution de la fréquence de l'haplotype numéro 3 en alpha-amylase. Alors ça, de la même façon que je l'ai fait, mais de manière beaucoup plus compliquée, les gens ont compté quelle était la valeur sélective d'une copie de gène, en plus. Et vous voyez qu'en fait, le coefficient de sélection, ici, il est de 2,5 et il était à 6 au début de la domestication. Donc en fait, on dit souvent la domestication, c'est l'homme qui modifie le génome des plantes pour l'adapter à ses besoins. On peut discuter de savoir là si c'est l'homme qui est domestiqué, est-ce que c'est auto-domestiqué, est-ce que c'est le blé qui l'a domestiqué. Là, on peut rentrer dans des débats philosophiques, mais vous voyez qu'en fait, nous-mêmes, notre génome et sa variation est en cours de sélection. Alors bon, en ce moment, ça va, il y a moins de sélection, mais vous voyez qu'en fait, il y a eu des périodes où effectivement le passage à une alimentation très riche en amidon a modifié notre comportement. Je ne suis pas toubib, mais si j'étais toubib, je m'intéresserais au pic d'insuline quand on est H7 ou quand on est H1. À mon avis, ce n'est pas le même. Donc en fait, la question, c'est finalement quelle communauté, dans quel type de réflexion on doit se poser quand on va parler de domestication. Donc toute la journée, on va parler de choses assez pointues, mais je vous propose un petit pas de côté pour essayer de voir si finalement, est-ce qu'on ne doit pas s'intégrer, nous aussi, dans cette perspective-là. Alors là, vous avez un papier d'opinion sur ce que c'est que la domestication, quelqu'un qui y réfléchit pas mal aussi. Et alors, en fait, Darwin avait posé déjà la question. Est-ce que l'homme s'adapte à l'environnement dans lequel il se trouve? Une transition aussi majeure qu'une société agricole fait que, de toute façon, les caractéristiques, entre guillemets, de bonne reproduction, de bonne fitness, de valeur sélective, entre une société agricole ou pré-agricole, ce n'est pas les mêmes. Alors là, je vous passe, il y a de la prosocialité qui est domestiquée, mais là, je viens de vous donner un exemple sur la capacité à digérer les aliments, sur les alpha-amidons. Donc en fait, ça pose question. Et en fait, juste pour vous redonner un petit cadre temporel, donc là, on a parlé de préhistoire. Là, vous avez, alors en gros, ici, la ligne rouge, c'est l'apparition du genre Homo. Donc on est à peu près à 1,8 million d'années. Là, vous avez l'apparition du feu.
Donc vous avez la séparation. La divergence Néandertalensis sapiens, elle est là. Et l'agriculture, là, c'est le petit trait rouge là, que j'ai mis là. Et en fait, et vous êtes d'accord que cette toute petite période de l'histoire de la biosphère, notamment de l'homme, c'est un bouleversement majeur et brutal. L'agriculture a permis à l'homme de modifier quasiment tous les écosystèmes, notamment en Pakistan. Donc en fait, forcément, de réfléchir à la domestication et sa temporalité, ça nous oblige à réfléchir à ces changements très très brutaux, et avec les exemples que je vous ai donnés. Et alors là, j'adore, là vous connaissez probablement Marc-André Sellos, qui fait beaucoup de vulgarisation scientifique de très très chouette. Et en fait là, c'est la petite photo que je vais vous illustrer. Lui provient de sa vision de ce qui se passe dans les métacommunautés de micro-organismes. Mais finalement, j'ai trouvé qu'elle marchait assez bien pour la domestication. Et donc je vais demander l'autorisation de vous montrer ces photos. Alors l'idée, elle est toute simple. En fait, vous avez deux organismes ici, donc mettons une plante domestique et un humain, qui commencent à s'associer pour faire quelque chose ensemble. Donc là, vous voyez, en fait, au départ, ils se tiennent comme ça, puis après, ils se posent l'épaule de l'un sur l'autre. Et ce que fait Marc-André, là, c'est qu'il nous dit, mais en fait, je peux lever ma jambe. J'ai plus besoin de ma jambe. En fait, ça tient toujours. Alors, j'ai reproduit l'expérience avec Joël Ronfort dans les couloirs de l'agro. Vous pouvez le faire, hein, ça peut devenir le gimmick de la journée. C'est étonnant, ça fonctionne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce petit exemple, juste pour vous donner une idée. Donc, imaginez toutes les jambes qui sont en l'air depuis 12 000 ans. Donc, les interdépendances qu'on a créées les uns entre les autres, alors entre nous et les animaux domestiques, les plantes domestiques, et puis réciproquement aussi. Hein, tout est... Et en fait, ce qui est intéressant dans la vision de Marc-André, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'une force sélective. Ça peut tout à fait se faire au hasard. Il suffit que ça fonctionne. Et donc, ces interdépendances, elles s'accumulent. Et ce que je voulais proposer, André, j'ai 2 minutes de retard. En fait, si on acceptait peut-être de reprendre l'ensemble de ce que je vous ai dit comme vision historique, depuis la pensée des premiers... et finalement une conception un peu plus complexe finalement de ce que c'est que la domestication. Est-ce qu'on pourrait dire que la domestication, c'est un contrat évolutif d'une large communauté d'êtres vivants, dont évidemment l'homme fait partie, il a une place centrale, mais du coup, en le comprenant de manière systémique, dans sa complexité, est-ce qu'on peut arriver à en faire quelque chose de plus durable, en y incluant bien sûr le vivant non domestique. Je vous remercie. Un, deux. Donc, ça marche. Alors, moi je pense que la différence majeure pour moi, c'est ce que disait Darwin, conscient ou inconscient. Il y a des gros débats, les gens se chamaillent. Enfin, suivant l'espèce sur laquelle ils travaillent, les gens disent que la domestication était relativement inconsciente. D'autres, elles disent qu'elle ne pouvait pas être inconsciente, elle est forcément consciente. Mais vous avez vu, je vous ai donné un exemple sur 2 caractères. Un qui était conscient et l'autre conscient. Je pense que l'amélioration des plantes, elle est en pleine... Enfin, j'ai l'impression, au moins pour les traits qui l'intéressent, elle est en pleine conscience. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que depuis l'invention de la sélection généalogique, les croisements, les biotech, on voit très bien qu'on peut maîtriser le vivant. Donc en fait, la domestication, c'était le début. Finalement, ça s'est complexifié. Donc je vois une relative transition, mais c'est vrai que je suis toujours gêné. Quand on dit l'amélioration des plantes, c'est toujours de la domestication. Parce que bon, c'est vrai que sinon, quand on veut parler de domestication, on veut englober beaucoup de choses. Mais peut-être que si on réfléchit en termes de processus, le passage de conscience à l'inconscient, de la maîtrise du vivant, peut du coup faire la domestication, mais si tu es d'accord, en nous englobant dedans. Oui, n'étant pas agronome, le mot domestication, c'est un mot que je découvre. Il a beaucoup de sens par rapport à la période de l'humanité.
au départ, il n'avait pas ce même sens qu'aujourd'hui. Et je dirais, deuxième question, pourquoi la domestication a entraîné des ploïdies et puis maintenant des duplications? D'un point de vue évolutif, pourquoi l'évolution a choisi dupliquer les chromosomes ou maintenant dupliquer des segments de chromosomes qui est parfois pathologique chez l'homme? Alors, la réponse habituelle qu'on donne sur l'évolution de la polyploïdie, c'est d'avoir plus de répertoire de gènes capables de répondre à plus de conditions environnementales, de pouvoir trier dans les fonctions, enfin en faire disparaître certaines, en faire évoluer d'autres, ou même dupliquer des niveaux d'expression pour certaines fonctions. Donc ça, c'est la réponse traditionnelle. Dans la domestication, est-ce qu'il y a des exemples de polyploïdisation? Alors c'est vrai que le blé est un polyploïde qui n'a pas de contrepartie sauvage. Alors là, en général, l'explication qu'on donne, c'est parce que le génome D lui donne un régime d'adaptation bien plus large que son ancêtre méditerranéen seul. Et ça lui permet de conquérir le monde, en fait, entre guillemets. Parce qu'en fait, le génome D va lui conférer des résistances aux maladies, l'aptitude au froid, l'humidité, que n'avait pas son blé dur. Chez la canne à sucre, il y a des exemples phénoménaux sur l'augmentation de la taille des organes, des tiges, et comme c'est ça qu'on voulait cultiver, dans lequel accumuler du sucre, en fait, ça paraît intéressant d'avoir cette duplication. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas spontané. Enfin, c'est spontané, mais le tri qui en effet est humain. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais en gros, l'idée de la polyploïdie, c'est un passage immédiat, un répertoire de gènes beaucoup plus grand. Donc, on bénéficie d'abord de ces effets de copie, et puis après, on peut trier, faire évoluer les fonctions de manière un peu divergente. Alors, en fait, à l'origine, il y a cette duplication. Alors, la duplication de gènes, elles ne sont pas forcément par polyploïdie. Mais la polyploïdie, elle a ça, c'est que c'est massif, c'est tout le génome qui est multiplié d'un coup. Quand on a des multiplications, on peut avoir des familles multigéniques qui s'amplifient par d'autres mécanismes, comme leur combinaison ectopique, etc. Mais c'est sûr que quand on regarde dans la phylogénie des espèces, il y a eu régulièrement des doublements spontanés qui ont des grands succès évolutifs. Si on regarde Arabidopsis ou le maïs, qui est un ancien tétraploïde. À un moment, tu as dit que les caractères complexes étaient plus réactifs. Donc, je voulais, si tu pouvais élaborer un peu sur ce que tu pensais. Alors, je n'ai pas seulement élaboré. Alors, à l'époque où j'avais fait ça, je travaillais avec un archéologue et on avait un séminaire. Et pour préparer le séminaire, donc, je voulais documenter ce qui se passait effectivement entre un trait monogénique très fort et puis des traits polygéniques. En fait, donc, je me suis regardé à l'époque des cartes QTL entre sauvages et cultivés de l'orge. Et l'idée, c'était, est-ce que chez l'orge, je vais trouver aussi l'orge sauvage, je vais aussi trouver des locus qui augmentent la taille du grain. C'est-à-dire, en gros, l'idée, c'est le caractère de la taille du grain est sous sélection stabilisante. Donc, en fait, même chez le sauvage, il va y avoir des locus, des allèles qui font augmenter la taille et des allèles qui font diminuer la taille, et on est sur un certain optimum. Le fait d'avoir la domestication, on va sélectionner les allèles plutôt de taille importante, mais ça va être d'autant plus facile que cette diversité elle était déjà présente au départ. Et donc, en fait, quand on fait ça, quand on regarde plusieurs croisements, alors il faudra le refaire maintenant, mais de fait, les sauvages possédaient régulièrement des formes alléliques qui augmentaient la taille des grains. Donc tu vois, et comme il y en a beaucoup, il y a de la variance. Enfin, tu vois, après on se retrouve dans un caractère quantitatif classique. Et la réaction, et en plus, l'autre chose, c'est que c'est beaucoup plus facile de trier des graines quand on a beaucoup de graines en fonction de leur taille, que éventuellement d'aller repérer un rachis cassant dans un champ et en imaginant que ce rachis cassant va pouvoir, non cassant, va pouvoir donner une nouvelle forme. Merci Jacques David pour cet exposé. Bruno Després, je voulais avoir, moi j'ai deux questions. La première, c'est quand on parle de diversité, ça me gêne beaucoup, de perte de diversité et tout, d'autant plus, faudrait préciser, perte de diversité allélique, perte de diversité de quantité de gènes, surtout que maintenant, et vous le montrez bien à la fin, les processus commencent à arriver dans les données, comme quoi il y a des duplications de gènes, etc. Et donc, la diversité, elle va aussi là-dessus. Donc, je suis un petit peu gêné quand on parle de perte de diversité. Donc ça, c'est une question qui est quand même, pour moi, un peu fondamentale. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a vraiment une perte de diversité? Moi, personnellement, j'en suis absolument pas convaincu. Et je pense qu'il y a de la diversité aussi, quand on cite Vavilov. Effectivement, il y a de la diversité, mais rappelons-le aussi, c'est de la diversité phénotypique. Quand on commence à faire de la diversité de séquences et tout, on ne trouve pas forcément la même chose.
Et la deuxième remarque, c'est un petit peu, ou question, c'est sur le processus de domestication et l'amélioration des plantes derrière. Vous dites qu'on maîtrise la reproduction. Or, en fait, quand on regarde bien, déjà chez les animaux et chez les végétaux, on ne maîtrise pas la reproduction de la même façon. Quand on est... je dirais que j'aurais tendance à dire, peut-être je me trompe, mais qu'en plante, on fait inconsciemment ou consciemment, peu importe, mais plutôt de la sélection massale, on prend les plus beaux, d'où les choses qui sont difficiles à sélectionner, contrairement à ce que vous dites sur la taille des grains, enfin ça c'est autre chose. Et par contre, chez les animaux, on a plutôt tendance à faire de la sélection maternelle, parce qu'on choisit des beaux individus qu'on a peu de nombre, et et donc l'héritabilité, elle est plus... en fait, ils ont découvert inconsciemment la sélection maternelle avant les plantes. Et donc tout ça, entre la domestication et l'amélioration des plantes, est-ce que justement on ne réfléchit pas pas forcément à la dominance et à la récessivité et à la vitesse d'arrivée, mais plutôt au fait de cohabiter, et donc à la méthode de sélection qu'on applique consciemment ou inconsciemment? Merci de me poser la première question, parce que de fait, avec la rapidité dans laquelle j'étais, je n'ai pas pu vous parler effectivement du paradoxe darwinien. Ce que je vous montre ici, la perte de diversité est effectivement au niveau moléculaire, sans s'intéresser à la nature du locus qu'on regarde. Vous avez évidemment complètement raison. L'attrait de l'homme pour la variation a fait que toute la variabilité qui était portée par des gènes pour ces caractères-là, elle a été sélectionnée et elle s'est accumulée. Vous êtes complètement d'accord avec ça. Donc, c'est-à-dire la partie du génome qui crée de la variation sur des caractères qui sont accessibles et qui intéressent l'homme, évidemment, elle augmente beaucoup par rapport aux sauvages. Je suis complètement d'accord avec ça. Et c'est d'ailleurs ce que Darwin avait fait quand il avait en fait beaucoup raisonné sur les pigeons. Darwin était colombophile. Il sélectionnait les formes et il s'interrogeait effectivement sur pourquoi est-ce que le biset, le pigeon sauvage, était si peu variable morphologiquement alors qu'on pouvait sélectionner autant de mutants. Donc oui, c'était un oubli, mais bon, c'était dû à la vitesse du temps passé et au message que je voulais vous faire passer. Donc ça, complètement d'accord. Du coup, ensuite, alors sur la taille des grains, je pense que ça dépend de l'espèce. Là, je vous ai donné l'exemple sur les céréales. Alors, je pense que si vous me dites qu'on sélectionne sur les beaux épis, peut-être vous pensez à la compétition entre les grands et les petits ou entre les plantes. De fait, la sélection naturelle aurait plutôt tendance à sélectionner des individus qui font plus de grains, donc éventuellement plus petits. Mais ce qu'on a discuté de ça avec Mathieu Thomas, là, qui regarde ça sur le 1000, les agriculteurs, au moins traditionnels, resélectionnent sur la taille des gros grains. Donc en fait, on a des forces évolutives qui se contrebalancent. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a une action de l'homme, un peu, c'est ce qu'on voulait dire, sur le choix de la taille des grains. Après, pour d'autres espèces, où là, je peux peut-être me tromper, il y a peut-être d'autres choses. Ensuite, sur les animaux, oui, c'est à la fois maternel et surtout beaucoup paternel. En fait, sur ce choix d'individus. Et c'est vrai que la différence entre les plantes et les animaux, c'est que la génétique des animaux, elle est beaucoup basée sur l'individu. L'individu, il est beaucoup plus anonyme chez les plantes, on est d'accord. Donc en fait, c'est plutôt les peuplements, mais malgré tout, il y a quand même des cas sur les arbres fruitiers. C'est bien les individus qu'on sélectionne. Après, quand on regarde les expériences qui ont été faites par Villemorin, qui sont citées par Darwin d'ailleurs, sur le fait de sélectionner des gros grains et des petits grains, ça fonctionne. Il faudrait qu'on se mette d'accord sur le papier, mais c'est cité. Ah bah alors, je dois avoir la ref, on pourra en parler. On arrête, très bien. André, il y avait juste une question, c'est un étudiant, c'est important. Je serai très bref. Si j'ai bien compris, vous évoquez une relation étroite du coup entre la sélection des plantes et la sélection du génome humain, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on pourrait, pardonnez si c'est pas très clair, mais le fait de sélectionner par exemple le blé sur des facteurs de quantité de gluten et notamment sur la capacité panifiable, est-ce qu'on aurait justement sélectionné aussi des génomes humains du coup intolérants au gluten en même temps? S'il y a des données là-dessus, je ne les ai pas encore lues. C'est pas mal débattu et très controversé.